Bonsoir à tous, bienvenue sur le 12e webinaire du plan dépérissement. Ce soir, nous allons parler des avancées et de la recherche sur la flavescence dorée. Bonjour à tous, merci de me laisser la parole. Donc, ce projet COACT sur la flavescence dorée vient de se terminer et il sera poursuivi par un nouveau projet dont je présenterai quelques actions également. Et il a été mené par un consortium de chercheurs multidisciplinaires de l'INRAE et en partenariat avec les acteurs de la lutte contre la maladie en Bordelais et en Bourgogne. Alors, ce projet se décline autour de 3 principales actions. Donc, comme l'a dit Caroline, tout d'abord, action 1, évaluer et prévenir les risques biologiques. Action 2, comprendre et exploiter les différences de sensibilité variétale. Et action 3, identifier les verrous et les leviers de mobilisation pour une prise en charge collective de la maladie. Il vient de se terminer et va se poursuivre avec un nouveau projet, COACT 2. Donc, je vais vous présenter quelques résultats de l'action 1 et 2 et Sophie Bentejac ensuite présentera quelques résultats sur l'action 3. Alors, tout d'abord, dans le cadre de l'action 1, nous avons tout d'abord, lors d'une étude européenne, finalisé et publié donc une étude sur le cycle écologique et l'origine de la maladie. Et lors de cette étude, nous avons réalisé des collectes de plus de 1100 échantillons végétaux, de vignes sur des foyers de flavescence, également des aulnes et des clématites. Ce sont des plantes sauvages identifiées comme réservoirs potentiels de la maladie. Et sur ces échantillons végétaux, nous avons réalisé un génotypage des phytoplasmes apparentés à la flavescence, et ceci par séquençage d'un gène du phytoplasme. Et nous avons ainsi identifié 132 génotypes ou souches de phytoplasme et que vous voyez représentés ici sur cet arbre de diversité. Et donc ce test, nous l'avons utilisé pour tracer les différentes souches et leur circulation dans les vignobles et leurs environnements à l'échelle européenne. Nous l'avons ensuite transféré vers les laboratoires d'analyse et il peut être aujourd'hui utilisé comme un appui aux analyses de risque et aux décisions de lutte contre la maladie. Ensuite, nous avons réalisé sur les zones infectées des collectes de nombreuses cicadelles et puis des essais de transmission des phytoplasmes afin de déterminer quelles cicadelles peuvent transmettre les phytoplasmes apparentés à la flavescence dans l'environnement des vignobles. Puis ensuite, nous avons évalué si ces différentes souches de phytoplasme peuvent être transmises par la cicadelle viticole, Scaphoidis titanus. Et donc, à partir de ces essais de transmission et des études antérieures, nous avons pu préciser le cycle écologique de la maladie. Ainsi, les aulnes sont infectées à près de 80% par des populations de souches de phytoplasme apparentés à la flavescence. Ils ne sont pas symptomatiques, ce sont des porteurs sains et ils constituent le réservoir originel de la maladie en Europe. Au sein de ces aulnes, donc, certaines souches sont transmises par des cicadelles de la famille des deltocéphalinées, d'aulne à aulne. Certaines sont autochtones, comme les cicadelles aligus, et d'autres ont été récemment introduites, comme la cicadelle asiatique Orientus ichidé. Ces cicadelles peuvent transmettre de manière peu fréquente, occasionnelle, à la vigne. Mais une fois sur vigne, ces souches de phytoplasme pourront être transmises par la cicadelle Scaphoidis titanus et pourront générer des épidémies. Dans les aulnes cohabitent également d'autres souches de phytoplasme apparentées à la flavescence qui sont transmises spécifiquement par une autre cicadelle, Oncopsis salmi, qui peut également transmettre avec une faible fréquence vers la vigne, mais ces souches de phytoplasme ne seront pas transmises par Scaphoidis titanus et ne généreront pas d'épidémie. Enfin, dans certaines régions, les clématites peuvent également constituer des réservoirs secondaires et c'est le fulgore Dictyophara europea qui peut transmettre ces souches de phytoplasme vers la vigne avec une faible fréquence et ces souches seront compatibles avec la transmission par Scaphoidis titanus. Alors dans ce projet, dans un second temps, nous avons ensuite voulu mesurer de façon plus détaillée le risque de transfert de phytoplasme de la flavescence vers la vigne par cette cicadelle asiatique Orientus ichidé. Donc nous avons travaillé sur différents sites présentant des aulnes en bordure de vigne et avec des populations de la cicadelle. Sur ces sites, nous avons réalisé des prospections, des analyses et surtout des essais de transmission à la vigne par cette cicadelle. Et nous avons montré que le transfert de phytoplasme de la flavescence vers la vigne par cette cicadelle peut avoir lieu dans certaines circonstances, mais qu'il est rare.
Et donc, dans la suite des projets, comme cette cicadelle est polyphage, nous allons tout de même étudier les risques que celle-ci puisse constituer de nouveaux cycles dans l'environnement et éventuellement augmenter cette fréquence de transfert de l'environnement vers la vigne. Alors, dans une autre tâche de l'action 1, en collaboration avec le projet RISCA, nous avons utilisé les statistiques spatiales pour mieux comprendre les dynamiques épidémiques. Alors, nous avons travaillé avec le GEDON des Bordeaux qui s'occupe de la lutte contre la flavescence sur près de 74 000 hectares en Gironde. Et ces données de prospection sont géolocalisées à la parcelle depuis 2012, ce qui représente une base de données de dizaines de milliers d'observations et un travail colossal. Et donc, nous sommes attachés à identifier quels sont les facteurs qui peuvent influencer la probabilité de détecter une parcelle infectée par la flavescence lors de la première prospection. Et nous avons conduit cette analyse sur près de 35 000 parcelles sur 4 ans, et ceci en élaborant un système d'information géographique où nous avons renseigné, vous voyez ici à gauche, l'état sanitaire des parcelles. Donc, vous avez l'exemple ici d'une commune du Bordelais. Et puis, à droite, des caractéristiques parcellaires, comme l'âge de la parcelle, le cépage, la densité de plantation, la surface, etc. Et nous avons également renseigné dans des cercles autour des parcelles la composition de l'environnement de ces parcelles ou du paysage. Donc, composition en vigne, en forêt, en zone urbaine, en zone humide, etc. Puis nous avons ensuite voulu évaluer s'il existait une corrélation spatiale entre l'état sanitaire de ces parcelles et ces différents facteurs de risque potentiels. Et donc, vous voyez ici un premier exemple de résultat concernant le facteur cépage. Et donc, on a donné au merlot la référence 0. Et si on s'intéresse donc en rouge aux parcelles ayant les cépages muscadelle, cabernet sauvignon ou cabernet franc, dans une moindre mesure sauvignon, vous voyez que ces cépages ont une probabilité beaucoup plus forte que le merlot d'être infectés par la flavescence, alors que des parcelles comprenant du sémillon ont une probabilité inférieure. Si on s'intéresse maintenant aux facteurs du paysage, donc les données les plus explicatives sont dans des rayons faibles de 100 à 150 mètres, ce qui suggère que c'est l'environnement proche des parcelles qui influe sur la probabilité d'infection. Et dans ces environnements, on peut voir ici en rouge que les zones urbaines et les forêts ont un effet positif sur l'infection, alors que la présence de parcelles dans l'environnement ou de cépages peu sensibles ont un effet négatif. Et donc, ces travaux, on va les poursuivre dans le nouveau projet sur d'autres régions comme Bourgogne et Rhône-Alpes et avec pour objectif, pour le Bordelais aussi, d'élaborer des cartes de risque qui pourront être utilisées pour prioriser les futures prospections. Alors, dans le cadre de l'action 2 sur nos travaux sur la sensibilité variétale, donc on a démarré le projet avec une méthode de production de plants et d'inoculation de la flavescence par l'insecte en serre de haut confinement, ce qui nous avait permis d'obtenir une gamme de sensibilité au sein du genre Vitis. Vous voyez ici le graphe qui représente en abscisse le pourcentage de plantes infectées et en ordonnée la concentration en phytoplasme dans les plantes. Donc, ce test nous a permis de classer les principaux Vitis vinifera, les porte-greffes et certains Vitis sauvages, des moins sensibles que vous voyez en bas à gauche du graphe aux plus sensibles que vous voyez en haut à droite du graphe. Et donc, entouré de rouge, vous voyez le Cabernet Sauvignon en haut à droite est un cépage très sensible car il a un pourcentage de plantes infectées élevé et une multiplication en phytoplasme dans la plante forte. À l'inverse, si on regarde en bas à gauche le merlot, le pourcentage de plantes infectées est faible et la multiplication des phytoplasmes est faible également dans la plante. Et ces différences entre merlot et cabernet sauvignon, on a pu les confirmer sur différents sites au vignoble, où on a montré sur plusieurs parcelles qu'il y avait moins de plants infectés par la flavescence sur le merlot que sur le cabernet sauvignon, moins de plantes avec des symptômes sévères sur le merlot et des concentrations en phytoplasme plus faibles dans le merlot que dans le cabernet sauvignon.
Donc ensuite, dans un deuxième temps, on a cherché à comparer quelle pouvait être la réponse de ces cépages d'un point de vue moléculaire. Et pour cela, nous avons réalisé des quantifications de l'expression de gènes de défense de ces cépages par transcriptomique. Et ici, on peut voir des premiers résultats sur une parcelle en 2018 où on a pu montrer que le niveau de transcrit dans les plantes infectées est supérieur à celui dans les plantes saines et que la réponse du merlot est nettement supérieure à celle du cabernet sauvignon. Donc ensuite, nous avons réalisé différents croisements, notamment celui qui avait donné naissance au merlot, où on a réalisé le croisement donc entre sa mère, la Magdeleine noire des Charentes, qui est très peu sensible, et son père, le cabernet franc, qui est sensible, pour donner ce qu'on peut appeler des frères du merlot. On a également réalisé le croisement inverse, où c'est le cabernet franc qui était la mère, et puis également des autofécondations de la Magdeleine. Et sur les descendants obtenus, donc on a pu réaliser donc le test de sensibilité sur 58 descendants que vous voyez ici répartis sur ce graphe de sensibilité. Vous voyez qu'il couvre toute la gamme de sensibilité, ce qui suggère un déterminisme polygénique et quantitatif de la sensibilité-résistance. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous pouvez voir que certains individus présentent des phénotypes contrastés dans les différents axes du graphe. Et ceci suggère qu'il y a deux traits majeurs et indépendants qui ont été transmis au merlot, un pourcentage de plantes infectées faible et une concentration en phytoplasme faible. Lors de ces tests, nous avons également obtenu des descendants peu sensibles qui sont ici entourés en orange. Et lors du futur projet, donc ces descendants vont être transférés en conservatoire afin, pour certains, de pouvoir commencer à évaluer leurs propriétés agronomiques. Nous allons continuer à caractériser donc ces descendants, mais également nous allons continuer à caractériser la sensibilité de cépages régionaux afin d'étoffer le panel de variétés peu sensibles pour la filière et pour les programmes d'amélioration variétale. Donc, je vais vous présenter l'aspect des vignes réservoirs de flavescence dorée et la mise en place d'une lutte collective. Donc, ce sont des résultats issus du projet Coact qui vient d'être présenté par Sylvie et aussi des projets antérieurs donc, qui avaient commencé dès 2015. Donc, on va balayer les résultats de ces premiers projets qui illustrent la problématique des vignes réservoirs. Et enfin, je vous présenterai le nouveau projet pour prendre en compte cette problématique dans notre stratégie de lutte globale. Donc, les vignes réservoirs, ça concerne des repousses de vignes qui peuvent être des lianes dans les bois, des repousses au bord de la route sur les talus, une vigne dans une haie d'un particulier ou des anciennes vignes totalement abandonnées. Donc, leur point commun à toutes ces vignes, c'est qu'elles ne sont pas traitées à l'insecticide pour lutter contre la cicadelle de la flavescence dorée. Donc, l'idée de l'INRAE au départ, ça a été d'évaluer le risque de ces réservoirs. Donc, les premiers résultats ont montré que ces vignes hébergeaient à la fois la cicadelle et aussi le phytoplasme. Donc dans le cadre de ces projets, ça a été mené donc, avec l'INRAE, le Gédon du Sauternais et des Graves et le Gédon des Bordeaux. Vous avez sur la diapo en bas à droite un exemple d'une parcelle particulière qui était malade en 2015, qui a été arrachée et replantée en 2016. 2 ans après, elle a déjà plus de 60 pieds malades. Et quand on regarde, les pieds sont situés sur un côté de la parcelle qui touche une repousse de vigne qu'on a prélevée et qui a été positive à la flavescence dorée. Cet exemple illustre le risque de recontamination sans cesse des vignes cultivées au réservoir. Donc là, dans ce cas-là, une repousse de vigne, avec un risque majeur puisqu'il n'y a pas de symptômes en plus visibles sur ces repousses. On s'est aussi attelé, dans le cadre de ce projet, à recenser les repousses de vignes. Et dans les communes qu'on avait ciblées, on en a trouvé plusieurs centaines dans chacune des communes. On a expérimenté sur 2 communes d'envoyer un livret via le journal municipal de la mairie. Donc, le livret, il explique la flavescence, les repousses et leur gestion. Vous pouvez le retrouver sur le site du PNDV et dans les documents partagés là dans le GoToWebinar.
Ensuite, il y a eu, suite à l'envoi de ce livret, des enquêtes auprès de 205 habitants et non 250. Un quart des habitants avaient lu le livret et il y en a 9 qui ont agi de même juste suite à la lecture de ce livret. Sur les 51 riverains où on avait identifié qu'ils avaient des repousses ou des vignes dans leur jardin. Donc, c'était plutôt prometteur. Et donc, tous ces résultats, alors il y a beaucoup plus de détails dans la synthèse qui est aussi dans les documents et sur le site du PNDV, vous pourrez les retrouver. Ça a montré qu'il fallait gérer la flavescence dorée, pas seulement avec les viticulteurs, mais la gérer avec tous les propriétaires de terrain, donc que ce soit les collectivités, mais principalement les habitants et aussi d'autres gestionnaires de foncier. Donc, pour sensibiliser les habitants, on peut faire appel aux collectivités. Et pour les viticulteurs, bien sûr, ce sera le rôle du GEDON et aussi de mettre en lien les viticulteurs avec ces riverains dans le but commun de réduire les insecticides. On a identifié aussi un besoin d'outils pour gérer ces vignes non cultivées, une sorte de méthodologie. Donc tout ça, ça aboutit au nouveau projet de laboratoire d'innovation territoriale qui a commencé en 2019, donc qui est porté par le GEDON des Bordeaux en partenariat avec l'INRAE, dans le cadre du projet régional qu'a mentionné Caroline, donc VitiREV, qui vise à diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires en viticulture en Nouvelle-Aquitaine. Et nous, le projet de laboratoire, il est sur 2 zones où il y a de la flavescence dorée depuis très longtemps et malgré la lutte, on n'arrive pas à la diminuer sur ces zones. Et c'est des zones qui sont où il y a une forte présence des repousses de vigne. Donc l'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, donc viticulteurs, riverains, collectivités, associations, et pour qu'ils imaginent ensemble des actions, des outils innovants pour mieux lutter contre la flavescence dorée et notamment en prenant en compte ces repousses de vigne. L'idée, c'est de créer une sorte de méthode opérationnelle qu'on pourra ensuite transmettre aux autres territoires du GEDON ou voire d'autres zones vinicoles. Donc, en exemple de résultats qu'on pourrait avoir, ce serait d'imaginer des dispositifs de surveillance, de recensement de ces repousses et de gestion donc via traitement insecticide ou élimination de ces vignes réservoirs. Et ça peut passer par des dispositifs d'incitation pour simplement arracher ces vignes ou les revaloriser. Bonsoir à toutes. Donc effectivement, comme vient de le dire Caroline, dans le projet RESCA, nous avons fait plutôt un focus sur le vecteur de la flavescence dorée, donc Scaphoideus titanus, et le plan de lutte obligatoire, qui concerne tout le territoire français à différents niveaux. Et finalement, ce plan de lutte obligatoire s'organise à différentes échelles. Donc il y a une échelle nationale. Donc là, je ne vais pas l'aborder parce que le projet est toujours en cours et les résultats ne sont pas encore définitifs. Mais il y a une étude dans ce projet sur les politiques publiques qui sont mises en place, notamment au niveau des coûts environnementaux, économiques et sociaux. Après, on peut s'intéresser aussi à l'échelle un petit peu plus locale des plans de lutte obligatoire. Donc, ce que j'appelle local, c'est par exemple un îlot de parcelles ou une petite région viticole. Et là, on s'intéresse particulièrement à tout ce qui est mouvement de Scaphoideus titanus, soit entre les différentes parcelles de vigne, soit depuis l'environnement extérieur, comme des friches viticoles, vers la vigne en production. Et ensuite, on resserre encore les échelles d'études dans le projet. Et là, on s'intéresse finalement à juste ce qu'on peut faire pour lutter contre Scaphoideus titanus au sein de la parcelle. Donc, on expérimente des différentes méthodes de lutte alternatives, enfin dites alternatives par rapport à ce qui se fait actuellement. Pareil, à différents degrés de maturité pour les déploiements. Donc, dans ce projet, il y a un profil de partenaires très diversifié, hein, parce qu'on va avec de la recherche fondamentale avec différents IMR, INRAE, au partenariat technique. Voilà. Donc, je vais commencer par des résultats intermédiaires qu'on a obtenus par rapport aux dynamiques spatio-temporelles du vecteur de la flavescence dorée. Donc, en fait, notre travail pour étudier ça repose en partie sur des réseaux de piégeage assez denses. Donc, vous voyez sur l'image satellite que vous avez sur la diapo, des ronds de couleurs et chaque rond représente un piège. Et
Et donc là, on est dans une situation où on a une grande parcelle de vigne qui est contiguë à une friche viticole. Donc on n'en voit qu'une partie, cette friche viticole, c'est 4 hectares. Et donc on s'est intéressé un petit peu au poids que pouvait avoir cette friche sur les populations de Scaphoides titanus dans notre vigne. Donc là, on a fait un premier piégeage qui s'est terminé à la fin de la période des traitements obligatoires, c'est ce que vous voyez sur l'image. Donc on a piégé largement dans la friche, mais qui n'a pas été traitée forcément, et en une quinzaine de jours de piégeage, sur une vingtaine de pièges, on arrive presque à 400 individus capturés. Donc une très forte population dans cette friche viticole. Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que les traitements réalisés dans le cadre de la lutte insecticide obligatoire sur le secteur du sud-ouest, et c'est avéré très efficace. Vous voyez que tous les pièges sont au vert sur la partie vigne, donc ça veut dire que les populations ont été très bien maîtrisées. Donc on est content, mais il y a toujours un mais. On est revenu, on a redéposé des pièges pendant 14 jours après, et finalement on s'est rendu compte que cette situation qui était super saine grâce au traitement insecticide l'était un petit peu moins. On a retrouvé des individus dans les pièges. Donc vous voyez dans les cercles oranges, 14 jours après la fin des traitements, on a une recolonisation de la parcelle de vigne, certainement, enfin, on suspecte fortement, issue de la friche viticole qui est à côté de cette vigne. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que les luttes insecticides sont efficaces pour maintenir les populations, proche de zéro les populations de Scaphoides titanus, mais attention aux contraintes parfois difficiles à l'échelle très locale. Donc d'où l'importance des suivis et de surveiller ces traitements et l'évolution des populations après les traitements. Donc comme on l'a dit, il y a déjà une lutte insecticide importante, on cherche quand même à trouver des solutions un petit peu plus douces pour essayer de maintenir, si besoin, si la pression se fait sentir, les populations de Scaphoides titanus proches de zéro. Donc, toujours dans le projet, le partenaire Sylvain Bio a réalisé différents essais pour évaluer des méthodes alternatives. Donc, je vais en présenter quelques-unes rapidement. Donc, ils ont testé plutôt des stratégies de lutte aux visides avec deux profils produits, donc des huiles minérales ou de la chaux. Donc, vous voyez par exemple sur l'image de droite, le résultat d'un traité à la chaux. L'idée, c'est de détruire les œufs parce que Scaphoides titanus passe l'hiver sous forme d'œufs. Donc, c'est là qu'on observe les larves après au printemps. Donc, l'idée, c'est de détruire ces œufs. D'autres méthodes aussi un petit peu plus innovantes, un peu plus en rupture, ont été envisagées. Donc, une méthode dite physique, c'est l'idée, voilà, comme les pontes ont lieu notamment dans les écorces, pourquoi pas retirer les écorces et voir ce qui se passe. Donc, deux méthodes ont été retenues pour retirer les écorces, une épreuve mécanique et un système d'eau à haute pression, un petit peu Karcher à eau chaude. Donc là, vous voyez sur les images, c'est un petit peu plus impressionnant, on a un peu moins l'habitude de voir ce genre de choses. Donc les trois photos du haut, c'est après un traitement, si je peux dire, au Karcher, et en dessous, c'est après un épamprage avec une épampreuse à lanière. Pour info, il n'y a pas d'impact sur les années suivantes sur les vignes, ça n'est pas dommageable pour la vigne. Ce qui en ressort, c'est que ces méthodes physiques, les corsages mécaniques avec les pampreuses à la lanière, ça n'a pas donné grande satisfaction. On a observé peu d'efficacité. C'est-à-dire qu'on a observé, même après le retrait des écorces avec cette méthode, toujours des populations non négligeables sur ces parcelles. Le décapage à l'eau chaude a montré des choses relativement intéressantes parce qu'on a jusqu'à 40% de baisse de population observée, mais par contre, peu opérationnelle, très coûteuse, que ce soit en temps et en énergie, notamment fossile. Donc, devant ces résultats peu encourageants, on a abandonné l'évaluation de ces méthodes après 1 an. Concernant les produits, la chaux a montré des résultats assez décevants, une efficacité faible. Donc, avec un vecteur aussi efficace que Scaphoides titanus, on ne peut pas se contenter d'une efficacité faible. Donc, elle a été aussi écartée. Par contre, les huiles minérales, on a observé une efficacité jusqu'à 50%, mais dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'il fallait que l'application soit sous souche sur souche entière et à une concentration de 2%.
donc ce qui représente des coûts non négligeables notamment. On a également testé couplage des deux, méthode physique et produit. On a observé un gain par rapport aux méthodes individuelles, mais là encore, si on regarde le coût, les investissements, ça n'est toujours pas satisfaisant pour une maîtrise correcte du scaphoïdé cutanus, malheureusement. Alors, quelque chose de plus en amont qui s'est passé au laboratoire. Donc ça, ce sont les équipes de l'INRAE BFT qui sont penchées sur la question et ils se sont dit, mais finalement, scaphoïdé cutanus, mis à part, si je puis dire, sa capacité de vection du phytoplasme, de la flavescence dorée, il n'est pas dommageable pour la vie. Donc ils se sont dit, si on lui supprime sa capacité de vection, on pourrait être tranquille. Donc, Scaphoïdis cutanus étant une cicadelle, c'est-à-dire un insecte piqueur-suceur qui se nourrit dans le phloème, et c'est là où il fait l'acquisition du phytoplasme. On veut empêcher cette possibilité. Donc, si vous voyez ma souris, sur ce dessin orange, c'est un schéma représentant une cellule épithéliale de Scaphoïdis cutanus. Donc, comment ça se passe? Le cytoplasme est reconnu par une protéine qui est sur la membrane de la cellule. Grâce à cette reconnaissance, le phytoplasme pénètre dans la cellule par un phénomène d'endocytose. Et en fait, le phytoplasme va utiliser toute la machinerie de la cellule pour se multiplier. Donc, l'idée, en fait, c'est de supprimer cette reconnaissance parce que sans reconnaissance du phytoplasme par la cellule de Scaphoïdis cutanus, il n'y a plus d'endocytose, il n'y a plus de multiplication, il n'y a presque plus de problème. Donc, pour bloquer cette reconnaissance, l'idée, c'est donc que la cellule ne soit plus capable de produire cette protéine, ce récepteur. Et donc, le blocage de la synthèse de la protéine réceptrice se fait par la méthode à ARN interférence. Je pense que ça peut vous rappeler quelque chose dans la situation actuelle. Et donc, pour ça, les équipes d'INRAE BFT ont bien avancé. Parce que dans le cadre du projet notamment, elles ont réussi à premièrement identifier la protéine qui permettait au phytoplasme d'adhérer sur la cellule de Scaphoïdis cutanus. Une fois qu'on a cette protéine, on peut chercher le récepteur sur la cellule de Scaphoïdis cutanus. Et donc, ils ont réussi à inhiber la synthèse de cette protéine par la méthode ARN interférence. Donc, cette ARN interférence est soit injectée directement dans les Scaphoïdis cutanus, soit on leur fait ingérer cette ARN interférence. Et en fait, dans les meilleurs cas, il y a un blocage de la capacité de vection de Scaphoïdis cutanus du phytoplasme qui a été observé pendant 12 jours. Voilà, c'est le résultat préliminaire. On n'est pas encore dans les phases champ, on ne sait pas si on y sera un jour, mais c'est très intéressant sur la compréhension déjà des phénomènes de vection de Scaphoïdis cutanus. Donc voilà, donc ce qu'on peut retenir des différentes pistes explorées dans RISCA, c'est que on peut améliorer le plan de lutte. Les leviers vont être très diversifiés et multiples. Donc on a déjà des pistes intéressantes pour adapter le plan de lutte obligatoire. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter le projet Prospect FD. Donc c'est un projet collaboratif avec le GEDON des Bordeaux, l'IFV, le BNIC au nom de la Fédération des Interpros, l'INRAE de Bordeaux et je pense que je n'ai oublié personne. Donc ce projet est entré en contexte pour limiter le développement de la flavescence dorée et ses impacts économiques et environnementaux. La profession viticole de Nouvelle-Aquitaine s'est fortement mobilisée pour coordonner la lutte. Et c'est donner une priorité de prospecter, puisque pour pouvoir assainir et éradiquer cette maladie, il faut prospecter. L'objectif général du projet, c'est de développer un outil d'aide à la décision qui permettra d'améliorer la détection de l'inflorescence dorée à l'aide d'un capteur, enfin, deux capteurs embarqués, qui pourra freiner l'expansion de la maladie et d'autre part, de réduire le nombre de traitements insecticides qu'on applique pour éliminer l'insecte vecteur. D'abord, quelques éléments de contexte concernant les prospections sur les différents vignobles, enfin sur ce qui se passe à Cognac et sur ce qui se passe sur le GEDON des Bordeaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le vignoble de Cognac, on a une prospection qui est axée en autoprospection,
C'est-à-dire que le viticulteur est acteur de sa prospection. Chaque année, on envoie une fiche de prospection et le viticulteur nous renvoie le résultat de sa prospection via cette fiche. Donc cette année, on a eu 75% de la superficie qui a été déclarée par les viticulteurs. On a sur le vignoble des prospections collectives qui sont encadrées par les chambres d'agriculture, ce qui nous donne une superficie, enfin un taux de prospection sécurisée de 2%. Ça représente environ 2000 hectares. Et puis, on a également de la prospection qui est réalisée par l'Afredon Nouvelle-Aquitaine, avec l'antenne de Cognac, donc qui prospecte suivant les déclarations qui sont portées par les fiches de prospection et également par le cahier des charges qui est délégué par le SRA. On a réalisé 1073 analyses. Donc là, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif et la répartition de la maladie, enfin flavescence bois noir, ou ni flavescence ni bois noir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a à peu près 58% des cèpes qui sont reconnus flavescence dorée, 41% qui sont reconnus bois noir et 1% qui sont reconnus ni flavescence dorée ni bois noir. Pour ce qui est du jet d'onde des Bordeaux, là, il se réalise des prospections collectives qui sont encadrées par le jet d'onde à hauteur de 220 hectares. Et la grande majorité des prospections sont réalisées par des saisonniers du jet d'onde et des prestataires, en tout 7400 hectares, ce qui représente à peu près 10% du territoire qui est prospecté de cette façon. Donc là, on a un nombre considérable d'analyses, 2064 analyses. Et donc là, on retrouve 88% des cèpes qui sont flavescence dorée, seulement 11% bois noir et 1% qui ne sont ni bois noir ni flavescence dorée. Le projet, donc je l'ai dit en introduction, c'est un projet collaboratif donc avec le jet d'onde des Bordeaux, le BNIC au titre de la Fédération des Interpros, le laboratoire IMS, donc c'est le laboratoire du matériau d'intégration au système, l'IFV et l'INRAE Bordeaux. Le projet s'appuie sur l'utilisation de caméras haute résolution dans le domaine du visible. Donc ces caméras à terme seront embarquées sur des machines à vendanger. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des capteurs embarqués. On obtiendra des photos qui seront traitées en temps réel par un algorithme dans ce capteur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette combinaison capteur-porteur couplée au GPS présente de nombreux avantages puisque on aura la géolocalisation des cèpes douteux directement une fois la prospection réalisée. Le système complet de ce projet, c'est l'acquisition des photos, donc via le capteur embarqué, le traitement de la donnée par le développement de l'algorithme et enfin la localisation des foyers flavescence dorée suite au traitement de la donnée. Ce qui a été réalisé en 2020 sur Cognac, donc on avait sélectionné 4 parcelles sur le vignoble, donc 2 parcelles fortement contaminées et 2 peu contaminées, avec 2 demi-journées d'acquisition, avec le passage, donc comme vous pouvez le voir sur la photo, là, de la brouette de l'IMS, donc c'est le capteur qui est sur la brouette et qu'on avance manuellement dans les rangs de vigne. Le repérage est fait parallèlement, enfin, en simultané avec les techniciens de l'Afredon qui ont fait du coup un repérage terrain pour corréler les observations terrain et capteur. Ce qui s'est passé sur le jet d'onde des Bordeaux, donc là il y avait 7 parcelles fortement contaminées de Cabernet Sauvignon, 2 journées d'acquisition avec là encore le passage de la brouette de l'IMS, un repérage terrain par les agents du jet d'onde et également un premier essai sur machine à vendanger. Le résultat, c'est qu'on a eu donc un nombre important de photos. Donc ces photos, il faut les annoter ensuite grâce à un logiciel qui s'appelle Labelme. Donc c'est un travail assez fastidieux et minutieux. Donc là, je vous ai mis une photo du nid blanc et une photo de Cabernet Sauvignon. Donc vous pouvez voir qu'on a des petites boîtes qui vont repérer, donc c'est fait manuellement, on repère les symptômes sur feuille, les bois qui ne sont pas outés et s'il est possible de le voir, les symptômes sur grain. Donc un travail qui est en cours, qui n'est pas terminé, donc qui va permettre à l'algorithme de pouvoir apprendre puisqu'il s'agit de deep learning. Et enfin, les perspectives du projet, donc comme je viens de le dire avec les annotations des photos, c'est la mise au point de l'algorithme. On va reconduire bien sûr les acquisitions de terrain en augmentant la diversité des cépages, donc augmenter les cépages rouges et blancs,
On va continuer donc les essais sur machines à vendanger, donc là sur le jeton des Bordeaux et également sur le vignoble de Cognac. On fera toujours une corrélation de terrain avec les capteurs embarqués. Et enfin, un point important, c'est qu'on va construire le cahier des charges de l'OAD, de l'outil d'aide à la décision, avec les professionnels. Donc en fait, ce qu'il faut retenir de ce projet, c'est que c'est un projet qui va permettre de faciliter et de sécuriser les prospections. Donc si on facilite et on sécurise, on pourra plus facilement assainir et du coup réduire considérablement les traitements insecticides qu'on pourrait appliquer. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tout le monde, Anna Chavarri. Donc, je vais vous présenter les projets Vacuum Bug. Donc, c'est un projet FEADER avec un financement aussi région sud. Plusieurs partenaires, donc 3 chambres d'agriculture, la régionale, puis celle de Vaucluse, la Frodon-PACA, les CNRS, l'INRAE, l'IFD en tant qu'expert, Grave et l'ITAB. Donc, il y a plusieurs actions dans les projets Vacuum Bug. L'action transport a été déjà conclue et c'était une action qui est apparue d'une réalité de terrain. En tant que coordinatrice Flavie Sanzoré prospection fine, on arrive à prospecter dans notre territoire 65% des vignobles chaque année, donc on est aux alentours de 85-90% chaque 3 années. Et on voyait des parcelles contaminées tout au long d'une route ou bien sur deux communes différentes mais assez éloignées. Et les seuls nexes d'union, c'était les mêmes propriétaires. Donc, on s'est demandé le pourquoi et on a essayé d'expliquer une chose que pouvait sembler très évident, mais que c'était pas encore identifié noir sur blanc, c'est le transport des cicadelles par les engins agricoles. Donc, c'était un protocole mis en place par les 3 instituts techniques qui font le partenariat des Vacuum Bug. Donc, on a mis en place ce protocole en 24 occasions. Et l'objectif, c'était de voir déjà dans l'exploitation de ces transports et après aussi regarder pendant un temps parcouru et la possible propagation aussi, transfert des cicadelles par l'engin. Donc, on a ciblé notamment l'opération des images. Et je te laisse passer. Donc, en total, 72 aspirations. Donc, on a regardé plusieurs paramètres et dans la feuille de notation sur le terrain. Donc, on a pu constater qu'on n'a pas trouvé de relation, en gros, avec les stades phénologiques et cette découverte des cicadelles. Et on n'a pas non plus trouvé une corrélation avec la météo, même pas avec l'expérimentateur. Diapo suivante. Puis, en train d'analyser toutes ces données, les 72 aspirations, donc on a pu mettre en évidence un transport fait au cours de 1 km de trajet. Donc, en moyenne, on fait le transport d'une cicadelle et pour chaque trajet. Donc, on a analysé, on a aspiré à chaque fois les tracteurs, les rameaux et les sols sur chaque intervention. Et c'est des parcelles en parcelles. Donc, est-ce qu'on a constaté aussi qu'il y a une corrélation, bien sûr, par rapport à les stades des Scaphoidus titanus, soit les stades larvaires, soit les stades adultes. Donc, on a identifié donc, dans les axes d'abscisse, on peut voir la R qui correspond à rameau, sol, puis tracteur. Donc, nombre de cicadelles dans les ordonnées. Et puis, là où on trouve plus de cicadelles, c'est dans les rameaux.
On trouve plus aussi un positionnement des larves est plus important au niveau des rameaux qui restent collés au couteau de l'estimeuse. Et puis les adultes qui restent plutôt collés sur les tracteurs, sur la partie moteur. Donc tout ça pour donner des préconisations et dire de faire très attention et surtout éliminer toutes ces rameaux, cette feuille restant au niveau de l'engin, privilégier les déplacements des sons non infectés vers les sons à risque d'infection ou infectés en phase sensorie. Donc, passer un coup de balayette, soit l'enlever avec la main, simplement. Mais surtout, de ne pas faire ce transport des matériels végétaux d'une parcelle à une autre. Donc, ça, c'était une partie de projet Vacuum Bug, que c'était déjà conclu, comme je viens de dire. Donc, c'était le résultat. Et la partie, le projet principal, l'action principale plutôt, des Vacuum Bug, c'est la mise au point d'un système mécanique de réduction de vecteurs de la fluorescence dorée par aspiration. Et comme Caroline le disait tout à l'heure, c'est original. Voilà, on est plein dedans et on n'a pas encore des résultats faits avec les prototypes. Les premiers essais, ça va se faire cette année et puis on aura l'année prochaine. Donc, fin de projet, ce sera fin 2022. Donc, diapo suivante. Les choses qu'on a fait aussi cette année. Et, bon, c'était déjà installer un peu les dispositifs parce que normalement, on aurait dû commencer l'année dernière. Mais bon, la situation pandémie a fait qu'il y a eu de retard. On a quand même mis en place les protocoles sur les dispositifs petites parcelles, puisqu'on a deux dispositifs grandes parcelles et petites parcelles. Donc, diapo suivante. Donc, on a fait des aspirations manuelles. Donc, ça veut dire avec une souffleur, on l'a inversé. Donc, on a fait manuellement cette application de protocole destinée a priori pour le prototype, mais que finalement, on a voulu les tester manuellement. Donc, est-ce qu'on peut voir de ces résultats en aspiration manuelle, c'est un résultat assez favorable de l'aspiration, donc 70% d'efficacité. Après, on a les deux autres modalités, donc le traitement conventionnel, les lambda star, puis les pyrévers, donc en bio, en agriculture biologique. Donc, 99% d'efficacité pour le conventionnel, qu'on connaît tous. Et pyrévers, on était surpris, une très belle efficacité, chose que c'était pas si évident. Et on était à 94%. Donc, diapo suivant. Ça nous donne de l'espoir pour les prototypes. Et donc là, c'est un diagramme, un histogramme pour montrer les différents, l'efficacité de l'aspiration, en gros, parce que ça, c'est les 4 cassettes qui composent la modalité aspiration. Et puis, on a quand même une forte efficacité dans les 2 dernières dates d'aspiration, c'est presque les doubles. Puis, on peut conclure un peu de cette analyse des sacs, parce que c'est des sacs d'aspiration qu'on a analysés et on a traités, que peut-être l'aspiration, ça peut être mieux positionné à partir du moment qu'on voit émerger les stades larvaires numéro 3. Donc voilà, c'est un peu des conclusions qu'on peut sortir des ça. Et je te laisse passer, Laetitia. Et en parallèle, bien sûr, il fallait voir les effets non intentionnels sur la biodiversité.
Donc, pour les sacs d'aspiration, on comptait les cicadelles, on observait les cicadelles, mais aussi on regardait qu'est-ce qu'on aspirait à côté. Donc, la majorité de cet échantillonnage, c'était des cicadelles, des Scaphoidus titanus. Et puis, il avait aussi des arthropodes, un grand nombre. Et un petit nombre, nous avons trouvé aussi des fourmis, des cicadelles vertes, qui ils ont aussi été plus abondantes avec le temps, et des fourmis, des Eutropucérons. Et voilà, c'est une observation un peu de la biodiversité de cette parcelle en concret. Après, c'est, comme je dis, une étude sur 200 et voir un peu la suite. Donc, en conclusion, je dirais d'abord la diapo suivante, que tout cet essai, au moins le transport, puis pour l'action 3, c'est grâce à des vignerons et bénévoles et très impliqués, au même titre que l'équipe. Et donc, on a à retenir, ça sera enlever toute la surface foliaire, toutes les débris végétales qui restent sur les machines, notamment dans les créneaux, bien sûr, de l'émergence des cicadelles, donc de juin à octobre. Et ça, c'est la principale action qu'il faut retenir pour la partie transport, et on se verra plus tard pour la partie prototype. Merci Anna pour cette présentation. Nous avons fini les présentations pour ce soir. Je vous propose du coup de répondre à vos questions. On a déjà quelques questions qui sont arrivées. N'hésitez pas à les poser. On va essayer de faire une séance d'échange avec vous. Alors moi j'ai reçu une première question qui s'adresse peut-être plutôt à Sylvie ou Audrey. Et la question c'est la suivante: ça existe-t-il de la confusion sexuelle applicable aux cicadelles? Alors, Audrey, est-ce que tu veux nous répondre? Alors, sexuellement, parce que ça ne passe pas phéromone comme on peut connaître pour les tordeuses de la grappe, il y a des travaux en cours sur la confusion vibratoire. Parce que les cicadelles, pour se retrouver, c'est un peu comme les cigales, un peu petit. Et donc, l'idée, c'est de brouiller ce message vibratoire. Pour l'instant, c'est au stade préliminaire. Parfait. Du coup, on va passer à la question suivante. Est-ce que les symptômes visuels de la maladie sont suffisamment identifiables pour être repérés par des capteurs? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose, et puis c'est aussi la question que beaucoup de fabricants de drones et d'imagerie essaient de résoudre. Peut-être que Laetitia, tu veux dire un mot? Bah oui, on est encore un peu loin de la détection automatique. Hein. C'est pour ça qu'on développe cet algorithme au laboratoire IMS. Donc effectivement, et puis en plus, il y a une grande diversité de cépages. On sait que les symptômes ne s'expriment pas de la même façon sur tous les cépages. Donc il est important de pouvoir développer un algorithme qui pourra fonctionner sur différents cépages. Et d'ailleurs, j'en profite pour ajouter qu'il y a différents projets qui travaillent dans ce sens-là, sur la captation et sur la mise au point d'imagerie. Je sais qu'il y a des essais qui sont menés en Bourgogne avec des drones, en Champagne un petit peu également. Est-ce que vous aussi, peut-être, Anna, vous le faites? Tu veux peut-être compléter? Non, on fait des essais, notamment avec drone depuis 2015 et depuis 2018, on a essayé avec la caméra embarquée et cette année, on va continuer. Ok, et c'est quelles techniques d'imagerie qui sont utilisées? Vous, Laetitia, c'est des photos. Vous, c'est pareil, c'est des photos ou c'est du proche infrarouge? Voilà, c'est ça, c'est des proches infrarouges. On est plus sur Et la nous, c'est dans le visible. Ok, et j'imagine que c'est le rêve, ou en tout cas la tendance vers laquelle on veut arriver. L'idée, ce serait de pouvoir avoir des capteurs qui permettraient d'identifier plusieurs maladies. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable,
une fois qu'on aura terminé de le faire sur la flavescence dorée, est-ce qu'on pourra le faire sur d'autres maladies ou est-ce que c'est Je pense que c'est déjà en cours pour l'ESCA et Mildiou, je pense, mais ouais. voilà, Alors, on a une autre question qui nous vient de Bourgogne, où on nous demande si l'une d'entre vous, dans un des essais expérimentaux, est-ce que le limocide a été essayé. Et apparemment, le limocide, c'est un produit qui a une action de dessèchement sur les insectes piqueurs, suceurs, comme les cicadelles. Est-ce que ça vous parle, ce genre de produit, ou est-ce que vous n'avez pas de réponse? Oui, Audrey? Alors oui, il est homologué sur cicadelle, mais il n'est pas autorisé, il ne fait pas partie de la liste des produits autorisés en traitement obligatoire. Il y a des actions, mais comme j'ai un peu évoqué, on peut difficilement se satisfaire d'effets quand on gère Scaphoidus titubus. J'ai une nouvelle question qui est arrivée. Peut-être qu'il peut s'adresser à Sophie ou à Audrey. On a beaucoup parlé des vignes ensauvagées qui étaient des réservoirs de la maladie. Est-ce que, je sais qu'il y a certaines régions, notamment le sud-ouest, qui réfléchit à la mise en place d'arrêtés de péril imminent pour obliger les propriétaires à arracher leurs parcelles. Est-ce que c'est un dossier qui avance? Est-ce que vous, enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut permettre d'avancer dans la lutte? Non, j'y vais. Oui, alors c'est effectivement en cours, mais malheureusement, tout ce qui est procédure administrative n'est jamais très rapide. Et ce serait de toute façon une solution de dernier recours. L'idée, là, vous l'avez vu, de tous nos travaux, c'est quand même de trouver des solutions en amont pour ne pas se retrouver dans la nasse et en arriver à des solutions extrêmes et de savoir les gérer différemment. Après, effectivement, c'est des choses qui sont en cours. Pour l'instant, ça n'a pas encore abouti. Pour ce qui concerne le cas que je connais dans le sud-ouest. Il y a peut-être d'autres cas ailleurs dont je n'ai pas connaissance. Peut-être. Il y a déjà une procédure sur les vignes non cultivées, aussi administrative, qui s'appuie sur l'arrêté ministériel et qui en fait est quand même assez lourde via de multiples courriers, un constat contradictoire sur place, mais qui peut mener à un arrachage administratif de la parcelle. Donc ça, en Nouvelle-Aquitaine, c'est mis en place par la DRAF depuis 2012. Mais c'est vrai qu'on a fait le constat, le recensement des repousses avec l'INRAE. On voit bien que le nombre de dossiers ne permettra pas de tout résoudre par la procédure administrative, comme l'a dit Audrey. Et pour ce qui est de l'arrêté de péril imminent, ça, j'en ai pas entendu parler dans notre région. Ok, merci. Il y a une nouvelle question qui s'adresse plutôt à Audrey sur la modification, d'une personne qui voudrait savoir où s'applique la modification génétique des récepteurs protéiques du phytoplasme. Est-ce que c'est sur les cicadelles ou est-ce que c'est sur les vignes? Tu as déjà répondu, mais je te laisse répondre. Oui, c'est sur la cicadelle parce que donc l'ARN interférence empêche la synthèse de la protéine par la cicadelle qui permet la reconnaissance phytoplasme cicadelle. Donc c'est quelque chose qui se passe dans la cicadelle. Ok, et ça c'est quand même assez prospectif comme travail. Il reste quoi, 10 ans de travail, 15 ans avant d'arriver à... Oui, là c'est vraiment, c'est des travaux qui ont été faits déjà pour comprendre tout le process d'acquisition-transmission. Donc c'est des choses qui sont importantes à connaître. On essaye, les équipes de l'INRAE essayent de valoriser en testant les nouvelles méthodes de lutte, mais à l'heure actuelle, ces solutions seraient trop chères. Déjà, la production de l'ARN interférence est très compliquée à grande échelle. Donc voilà, c'est des choses à ce jour qui ne sont pas d'actualité pour une utilisation au champ. Et je n'ai pas de calendrier, peut-être que Sylvie en a un, sur la possibilité d'avoir ça au champ. Mais on n'en est pas encore, on travaille dessus, les équipes travaillent dessus et on en est vraiment aux premiers essais.
Non, c'est comme tu l'as dit Audrey, c'est d'abord une méthode qu'on utilise pour augmenter les connaissances justement sur ces mécanismes de transmission. Et donc au niveau du laboratoire, on travaille à injecter ces petits ARN interférences dans la cicadelle. Voilà. Et donc le calendrier pour l'instant il est très lointain. Ok. Alors du coup, ça me permet de te poser une nouvelle question. Sylvie, tu as présenté des essais sur la sensibilité des cépages et des porte-greffes à la flavescence dorée. Est-ce que vous avez testé la sensibilité, enfin la résistance à la flavescence dorée des cépages résistants au mildiou et à l'oïdium? Ce serait super d'avoir un cépage multirésistant et agronomiquement. Oui, c'est bien sûr, ça a été un des travaux du projet Coact, et c'est des résultats qu'on est en train de consolider et qu'on pourra bientôt communiquer. Voilà, je préfère avoir l'aval de tous les collègues ainsi que de l'INRAE pour les communiquer, mais on pourra bientôt les communiquer. Ok, merci Sylvie. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Alors, c'est quand même quelque chose dont on a déjà parlé. Il y a une personne qui demande de nouveau où on en est de l'usage des drones pour la détection de la flavescence dorée au vignoble. Peut-être que Laetitia, tu veux répondre? Il y a des expérimentations qui y sont menées. Ouais. On en a mené deux, nous, l'année dernière. Voilà, donc il y a des résultats qui sont encourageants. Mais voilà, c'est pas encore sur cépage blanc, en l'occurrence, c'est encore pas démontré. Ok, merci Laetitia. J'avais une autre question qui s'adresse plutôt à Anna. Est-ce que le projet Vacuum Bug, il est testé dans d'autres vignobles, que ce soit français ou méditerranéen? Est-ce qu'il y a d'autres régions qui testent ce système d'aspiration? Non, malheureusement, c'était un financement régional. Donc, on a voulu même intégrer des autres partenaires, mais ça pouvait pas se faire si c'était pas, sauf dans les cas d'un institut de recherche. Donc, c'est qu'au niveau régional. D'accord, ok. Et il y a peut-être d'autres régions qui t'ont déjà posé des questions ou qui se sont intéressées à ce système d'aspiration, ou il y a que vous qui travaillez dessus? Au niveau régional, c'était nous. Une personne qui nous dit la prospection de la flavescence n'est plus systématique, mais sur le volontariat. Ça dépend un petit peu des régions en fait. Hein. C'est pas l'organisation de la prospection, elle est vraiment très locale et elle n'est pas faite pareil dans chacun des vignobles. Dans les régions du coup où la prospection serait uniquement sur le volontariat, qu'est-ce qui se passe pour les vignes qui sont non diagnostiquées? Est-ce que vous avez des réponses sur ça ou pas grand-chose, pas beaucoup d'informations? Peut-être Sophie? Alors nous, il y a du volontariat, c'est-à-dire qu'on a des prospections collectives avec les professionnels, mais comme on l'a présenté, on fait principalement de la prospection via le GEDON, des saisonniers, des prestataires. Sur l'aspect volontariat, peut-être que les Charentes sont l'exemple le plus probant là ici. Alors nous, en termes de prospection, on a de la prospection collective qui est réalisée, donc encadrée par les chambres d'agriculture. Ça représente environ 2000 hectares par an. Donc forcément, il y a de la motivation dans certaines communes, un peu moins dans d'autres. Il y a des motivations différentes dans chaque commune. Voilà. On va dire qu'il faudrait instaurer une dynamique plus poussée pour avoir encore plus de participation. De mon côté, oui, au niveau de la Haute-Garonne, et c'est toujours la Chambre et la Frodon qui accompagnent, hein, mais c'est vrai qu'il y a l'initiative de certaines caves coopératives qui sont mis en place un dispositif pour inciter les coopérateurs à prospecter les vignoles de la cave. Ok, il y a une forte mobilisation. Super.
Alors là, la question, apparemment, elle s'adressait plutôt sur le Gers. Est-ce que Audrey, tu as des éléments de réponse, du coup? Ah, désolée, je n'ai pas les détails en tête. Ok. C'est pas grave. On va passer à une autre question hein, qui est aussi très intéressante, qui s'adresse aux résultats présentés par Sylvie sur le fait qu'on retrouvait plus de contamination de flavescence dorée dans les zones urbaines et dans les forêts. Est-ce que c'est dû à la présence de vignes dans les jardins ou comment on peut l'expliquer? Oui, ça peut être une des hypothèses. Hein. Bon, il s'agit ici de corrélation, hein, pas forcément de causalité, mais dans les zones urbaines et dans les forêts, on sait avec Sophie lors de nos recensements qu'on peut trouver à la fois des vignes non cultivées et aussi des vignes cultivées dans les jardins des particuliers. Donc, ça peut être des réservoirs. Peut-être aussi, on peut faire l'hypothèse que dans les zones urbaines ou périurbaines, il y a peut-être plus de difficultés à réaliser des traitements insecticides, donc ce qui peut aussi expliquer cet effet. Si Sophie, tu veux ajouter quelque chose? Non, les résultats montraient bien ça. C'est vrai qu'on était quand même étonné que l'aspect des gros îlots viticoles ne ressorte pas dans la prédominance de la flavescence dorée, mais plus fortement en zone urbaine. Donc ça, on l'explique pas du tout. Les forêts, c'est vrai que c'est assez fréquent de trouver de la flavescence dorée dans des parcelles un peu encaissées où après, il n'y a plus qu'une forêt qui fait une sacrée barrière peut-être aux insectes. Ok, merci Sophie. Je vais prendre une dernière question qui vient d'arriver et après on va arrêter puisque l'heure tourne et qu'on avait promis 1 heure de webinaire, on a déjà un petit peu dépassé. C'est une question un petit peu prospective d'une personne de l'INRA qui demande quels pourraient être les bénéfices des recherches sur la flavescence dorée par rapport à une préparation à la possibilité d'une émergence prononcée de Xylella, notamment au vignoble et dans le compartiment sauvage. En fait, quels sont si je comprends bien la question, c'est quels sont les acquis de la recherche, quels sont les acquis de la lutte contre la flavescence dorée qui pourraient nous aider à une possible gestion de Xylella. Je sais, Sophie, que vous faites déjà des prospections sur Xylella. En fait, on est en vigilance demandée par la DRAF et on avait fait des prélèvements aléatoires, mais sur des pieds non symptomatiques qui avaient donné que des résultats négatifs. Depuis, on n'a pas de travail particulier. Ce que je vois sur l'aspect recherche, si on reste sur les vignes ensauvagées, par exemple, c'était pas quelque chose qu'on prenait en compte dans la stratégie de lutte flavescence dorée au départ. Et maintenant, on l'a totalement intégré. Et j'imagine qu'avec Xylella, on le ferait également de suite, surtout face à la quantité d'insectes vecteurs qui pourraient potentiellement le transmettre. Ok, merci beaucoup Sophie pour cette réponse claire. Ce webinaire nous a permis de présenter de nombreux résultats de recherche. J'espère qu'il vous a intéressé et qu'il vous a permis de progresser dans votre compréhension de la maladie. Laetitia, je vais te demander de mettre la dernière diapositive. On arrive à la fin d'un cycle de webinaires du plan dépérissement. On en a fait 12 au cours de ce printemps. Si vous en avez manqué certains, ils sont tous disponibles en replay sur le site du plan dépérissement ou même sur notre chaîne YouTube. Et on est en train de préparer un nouveau cycle de rendez-vous qui auront lieu à l'automne, en octobre-novembre, et qui nous permettront de reparler des maladies du bois, des viroses émergentes. Et puis, on commencera notamment par un cycle sur le sol. Voilà. En complément de ces webinaires, vous allez trouver aussi des événements régionaux qui sont programmés à l'automne 2021 en collaboration avec les chambres d'agriculture qui organisent des réunions physiques sur les dépérissements pour présenter les résultats de la recherche vraiment au niveau local. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Il était enregistré. Le replay sera disponible dès demain matin sur le site du plan. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et j'en profite pour remercier une nouvelle fois toutes nos intervenantes. Merci à toutes et à très bientôt. Bonne soirée.